Ouais, t'es sorti? Daniel, bonsoir. Daniel, Oui, j'ai vu. Daniel Guggenheim. Bonsoir. Dis-moi, comment c'est? Bonsoir. Ouais. Comment vas-tu? Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Oui, Bonsoir. on t'entend, Daniel. Non, c'est Raymond Lévy. Bonjour. Ah d'accord. Pardon. Elle Ça va, n'est pas Michel? trop mal, cette fille. Ouais. Et vous êtes d'accord, on commence à 8h05 pour les Français, Ah bon? pour les derniers retardataires là qui arrivent. Dis-moi comment Salut ça Françoise. s'appelle. Comment on peut parler? Qui est à côté de... Françoise. Oh, il y a Michel Cahen là. à la Je piscine. ne sais pas qui c'est, mais bonjour. Salut c'est les H. Salut Annie. Coucou. Coucou. D'accord, ok. Non, parce que je vais téléphoner demain. Ouais, je vais faire... Coucou, c'est Malou. Ok, je vais faire ça envoyer. Jackie et Simone, bonsoir. Oui, mais là, Bonjour, salut. Bonsoir Raymond Lévy. Gilbert, Bonsoir, comment va... Madame. Gilbert Hanel, comment va Ellie? oui. Salut Marc. Gilbert. Tu le donnes à une... Gilbert. Comment il s'appelle? Je sais pas, comment je vais faire? Je vais faire envoyer quelque chose et c'est tout. Mais juste, bon, je l'appelle de toute façon, je vais l'appeler, là, à mon avis, elle aura pas mal de choses. Non, mais elle n'est pas nette, elle est pas. Oui. Ok. C'est bientôt l'heure, hein? Non, mais je te dis. Elle faudrait fermer les micros. 9h03. La bonne marche je vous conseille à tous de fermer vos micros. Qu'est-ce qu'elle dit, sa sœur? On est à l'heure ou on est râleur? Ça dépend des jours. Oui. Ils sont pas tous comme toi, Raymond. Ah ouais. Allez, Evelyne. Comment tu es sur le micro? Qui c'est Evelyne? Ah, salut. Ouais. Oh, ça, ouais. Pourquoi il y a administration à la place de mon nom? Mais J'ai demandé à Michel. Il y a le mot administration. C'est parce que dans le setup de Zoom, vous avez marqué admin au lieu de marquer votre nom, sans doute, ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai jamais rien fait. Vous pouvez le corriger. Je peux le corriger là? Oui, vous pouvez le corriger. Ah, je mets mon nom alors. Tu cliques sur les petits points qui sont dans le coin. Ah, les petits points qui sont dans le coin. Ouais, si tu vas sur ta vignette, tu cliques sur les petits points et tu vas avoir écrire le nom. Ah, bon, parce que je me sens bizarre avec administration. Ok, pour la bonne marche, je vous demande à tous de fermer vos microphones, s'il vous plaît. Et pour poser les questions durant le parcours de notre Zoom ce soir, je vous propose d'utiliser le chat et M. Verlet tâchera d'y répondre en fonction de l'avancée de sa conférence. D'autre part, je voulais vous signaler que ce Zoom a été organisé conjointement avec la Société d'histoire des Juifs d'Alsace-Lorraine et le site internet du judaïsme Alsace-Lorraine. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Et le thème du sujet de ce soir, c'est le sort des prisonniers juifs français lors de la Seconde Guerre mondiale, au travers d'une liste établie par le rabbin Ernest Guggenheim lors de sa captivité en Allemagne, conférence qui va être présentée par Christophe Verlet. Cette liste, je l'avais découverte il y a quelques années auprès de Martine Ben David, la fille du rabbin Ernest Guggenheim, et à laquelle j'avais conseillé de scanner beaucoup de ces documents qui étaient faits sur du papier de la période de guerre, qui était du papier de très mauvaise qualité,
et qu'il fallait absolument sauvegarder avant que le papier ne s'effrite entièrement. Pour vous présenter M. Verlet est un Mulhousien, tout comme moi, né en 1969, docteur en histoire contemporaine de l'université de Bamberg. Il est spécialiste de la captivité et des prisonniers de guerre français en Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Il travaille également sur le sort des prisonniers de guerre roumains en Alsace lors de la Première Guerre mondiale et préside l'association Mémoire des tombes roumaines sous le haut patronage de Sa Majesté la gardienne de la couronne de Roumanie. Son investissement pour la mémoire se reflète dans son engagement pour le développement des Stolperstein en France, pavé de mémoire, dont il préside l'association Stolperstein en France en partenariat avec le Souvenir français. C'est au cours du tournage de l'émission Retour aux sources avec Franck Dubosc qui rencontre Serge Barcellini, président du Souvenir français, qui lui propose d'écrire l'histoire d'un lieu intemporel, le cimetière des Alsaciens de Clervives en Dordogne. Depuis quelques années, il s'intéresse au sort des prisonniers de guerre juifs français lors de la Seconde Guerre mondiale et vous propose, en partenariat avec la Société d'histoire des Israélites d'Alsace-Lorraine et le site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine, de vous présenter l'état de ses recherches sur le sujet au travers d'une liste établie par le rabbin Guggenheim lui-même. Je voulais juste saluer la présence de nombreuses personnalités, le grand rabbin Sirat, le grand rabbin Goldman et bien d'autres. Je ne vais pas tous les énumérer parce que je risque d'en louper. Et je veux aussi saluer la présence d'un certain nombre des descendants des gens inscrits sur cette liste. Monsieur Verlet, la parole est à vous. Bien, bonsoir à tous. Ravi de vous revoir pour certains, ravi de faire votre connaissance pour d'autres. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet, pas perdre de temps. On va tout de suite donc attaquer par, je vais vous partager mon écran et vous verrez donc le défilé de cette présentation que je vous fais aujourd'hui. Donc effectivement, comme vient de le dire Michel Roté, il y a deux choses importantes que j'aimerais que vous sachiez avant que je commence. La première, c'est effectivement que les travaux sont encore en cours, c'est-à-dire que vous allez recevoir aujourd'hui l'état actuel des connaissances que j'ai sur le sujet, et donc celle-ci, effectivement, par l'apport de nouvelles données ou par l'apport de rencontres avec des familles de victimes ou des familles de prisonniers de guerre, va permettre effectivement d'améliorer la recherche. Donc c'est un travail en cours, hein. C'est important quand même de le redire. Ensuite, je voudrais donc commencer par rentrer dans le sujet par la liste Guggenheim, c'est-à-dire que le sujet est vaste, hein. Évidemment, le commando que nous allons voir de travail n'est pas l'unique commando de travail de juifs en Allemagne, c'en est un. Il nous permet de jeter un regard plus précis sur cette partie de l'histoire, mais également il va nous permettre de jeter un œil beaucoup plus large sur ce qu'est la captivité. Et donc je vous propose ce soir, alors j'espère que je vais réussir à avancer. Voilà, donc voici le plan de ma présentation, hein. Nous allons d'abord parler des principes généraux de la captivité, parce que pour comprendre ce qui est particulier aux Juifs, évidemment, il faut d'abord comprendre ce qui est la règle pour tout le monde. Ensuite, nous verrons effectivement ce qui s'est passé pour les Alsaciens-Lorrains et les Juifs, parce qu'on va les séparer aussi, Juifs alsaciens, Juifs de l'intérieur, hein, comme on le dirait gentiment chez nous, donc qui viennent de l'intérieur de la France, ne vont pas subir le même sort. Ensuite, je vais vous faire une présentation sommaire de la liste et de son histoire, hein, donc dans quel état je l'ai retrouvé et ce qu'on a réussi à en faire. Une information générale sur les PG, ces prisonniers de guerre, hein, donc juifs de la liste. Et ensuite, on va jeter un zoom un peu sur quelques parcours particuliers, dont celui, bien évidemment, du rabbin Ernest Guggenheim, de Robert Guggenheim, alors ce n'est pas une faute de frappe, hein, son nom s'écrit bien comme cela, de Guido Weil et de Henri Klein, qui sont 4 parcours un peu différents et qui permettent de donner une vue beaucoup plus large de ce qu'a pu être cette captivité pour ces hommes. Ensuite, on se posera la question, que reste-t-il de cette liste des lieux sur place, hein, parce que beaucoup de descendants ou d'enfants de prisonniers de guerre
qu'ils soient juifs ou non, hein, sont bien sûr à la recherche de traces. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui en Allemagne de ces lieux et quelle mémoire on peut en tirer. Et à la fin, je vous présenterai rapidement les ouvrages que j'ai écrits sur le thème ou sur le thème de la mémoire. Donc, on commence ensuite avec les principes généraux de la captivité. Alors, il y a 1 800 000 prisonniers de guerre français. Dès le 20 mai 1940, première offensive, hein, les Allemands, avec la Blitzkrieg, vont rapidement gagner du terrain. La partie offensive va avancer le plus rapidement possible. Tout ça, vous le connaissez. Et à l'arrière, on récupère donc des soldats. On ne peut pas dire que les prisonniers de guerre français que les Français ne se soient pas battus, évidemment. Nous avons des milliers de morts, mais beaucoup de prisonniers vont tomber en captivité. Et il y a 2 temps dans cette captivité qu'il faut tout de suite voir. Le premier étant les prisonniers de guerre qui vont tomber en captivité dès le début de l'offensive. C'est-à-dire, moi, je couperais la période entre le 20 mai et environ le 5-6 juin. Les prisonniers qui sont faits à ce moment-là vont rapidement gagner l'Allemagne. C'est-à-dire, ils sont pour la plupart faits prisonniers dans le nord de la France. Il suffit de suivre l'avancée des Allemands et vont être rapidement dirigés dans le Reich. Il faut savoir que les Allemands ne sont pas tout à fait prêts, ils ne sont pas préparés au niveau des camps à recevoir un nombre aussi massif. On ne s'attend pas à ce que les Français s'effondrent aussi rapidement et ils vont se retrouver très rapidement face à un problème de gestion de ces prisonniers de guerre. D'ailleurs, ces prisonniers de guerre qui sont faits prisonniers en premier dans la première partie de la captivité, de la guerre, se plaignent souvent de manque de nourriture parce que rien n'est organisé pour les nourrir. Hein. Donc, on entend souvent, on a mangé le pissenlit par la racine, hein, on peut le dire, ou on ne recevait pas d'eau, c'était très compliqué. Ensuite, il y a la deuxième phase, c'est celle de juin, celle que j'appelle la phase finale de l'invasion de la France. Et celle-là va donc du 10 juin jusqu'à l'armistice et même après, parce qu'il y a des prisonniers de guerre, des soldats français qui vont tomber en captivité après la signature de l'armistice, hein, bien après le 21 juin. Et ceux-ci ne sont plus accueillis directement dans le Reich, on va les garder en France. On va les garder dans ce qu'on appelle des Frontstalag, donc des camps pour soldats, mais sur le théâtre des opérations. C'est-à-dire que les anciennes casernes de soldats sont transformées maintenant en camps de prisonniers de guerre de transit pour aller vers l'Allemagne. D'accord ? Ça permet aux Allemands de mieux organiser, d'avoir un temps entre le moment où ces soldats sont faits prisonniers et où ils vont arriver en Allemagne. Ils ont besoin de s'organiser. Et ça, c'est donc les stalags. Alors, vous avez entendu maintenant stalag, Frontstalag. Les officiers sont traités à part. Eux sont envoyés dans des Oflag, Offizierlager. Et donc, les officiers sont mis à part parce qu'eux ne travaillent pas. Hein, la Convention de Genève interdit le travail des officiers. Et les Allemands, du moins déjà au début, vont respecter plus ou moins les conventions. Ensuite, vous avez sans doute peut-être déjà entendu, si vous avez eu des grands-parents ou de la famille qui a été prisonnier de guerre, on parle aussi des Heilag. Alors, les Heilag, ce sont les Heimkehrerlager, les camps de transit pour le retour. Parce qu'il y a effectivement, les prisonniers de guerre vont en Allemagne, mais il y en a aussi beaucoup qui vont revenir. D'ailleurs, entre le 1 800 000 prisonniers de guerre qui arrivent en 1940, il en reste en 1945 environ 1 million. Donc, il y a entre-temps 800 000 prisonniers de guerre qui ont retrouvé le chemin du retour de la France. Hein. Et on verra que ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Alors, ce qu'il y a aussi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est qu'il faut bien différencier les catégories de victimes. Il faut vous imaginer qu'actuellement, les Allemands, les historiens allemands, sont en train de vouloir
former une espèce de catégorie unique de toutes ces victimes, de toutes ces personnes qui se sont retrouvées sur le territoire du Reich pour y travailler. Et ils appellent ça des Zwangsarbeiter. Hein, dans la littérature allemande, vous allez retrouver souvent ce mot, qui est le mot de Zwangsarbeiter, et on met tout le monde là-dedans, sauf bien sûr pas les déportés juifs, eux, qui font une catégorie à part. Par contre, tous les autres, par exemple pour les Français, sont mis dans le même panier, hein, et considérés comme des travailleurs forcés. Et je me bats depuis maintenant quelques années avec mes collègues allemands pour leur dire non, attention, on ne peut pas confondre un STO avec un prisonnier de guerre. C'est quand même pas la même chose. Hein, ou un déporté politique avec un prisonnier de guerre. Ça n'a absolument rien à voir. On ne peut pas les mélanger comme ça sous le même terme. D'ailleurs, hein, les associations d'anciens travailleurs contraints et donc ce qu'on appelle les services du travail obligatoire, ont longtemps utilisé la terminologie de déporté du travail, hein, dans leur terminologie, et il y a eu des procès, hein, maintenant, il leur est interdit d'utiliser le mot de déporté dans leur terminologie. Hein. Ils s'appellent maintenant des travailleurs contraints en territoire ennemi. Voilà, comme c'est la vraie dénomination. Je pense qu'il faut quand même garder, les mots ont un sens, hein, et la déportation, je pense que c'est un mot assez fort, qui ne peut pas concerner ni les prisonniers de guerre, ni les STO. Donc, je reviens sur mes catégories. Il y a une catégorie, la première qu'on considère dans les travaux, ce sont les volontaires. Alors, les volontaires, vous allez me dire, oui, ben, ça, ce n'est pas un problème, ils sont volontaires. Eh bien, dans une situation de crise et de guerre, il y a parfois des volontaires qui ne le sont pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se sont retrouvés en Allemagne parce qu'en France n'avait plus de travail, parce que la situation est catastrophique en France, et effectivement sont attirés par la proposition qui est faite d'aller travailler en Allemagne et se retrouvent des fois dans des situations qui les dépassent. Hein. On a certains volontaires qui vont se retrouver en camp de concentration parce que finalement, les choses ne se sont pas passées aussi bien qu'ils l'avaient prévu. Ensuite, nous avons donc les travailleurs contraints que nous séparons en deux catégories. La première étant les requis. Les requis sont des gens qui ont été pris dans les usines où les Allemands ont estimé que le nombre d'ouvriers était trop important et qu'une partie de ces ouvriers pouvaient aller en Allemagne pour y travailler. Donc ça, ce sont les requis. Et à partir de 1942, septembre 42, Laval instaure le service du travail obligatoire, hein, donc en remplacement du service militaire, qui concernera que les classes d'âge 22, 23 et 24 pour la fin. Ensuite, nous avons les déportés. Alors là, bien évidemment, on ne peut pas non plus mélanger tous les déportés. Il y a les déportés politiques, il y a les internés résistants, il y a évidemment les victimes de la Shoah, et je pense que vous serez d'accord avec moi que les trois ne peuvent absolument pas être comparés. Et enfin, la dernière partie qui nous intéressera particulièrement aujourd'hui, ce sont donc les prisonniers de guerre qui arrivent donc en masse, 1 800 000 prisonniers de guerre français. C'est la deuxième plus grande population de prisonniers de guerre dans le Reich. Hein, les Russes avec 5 millions. Je vous le dis parce que ça va être important sur la manière dont ces gens ont été traités. Voilà pour les principes généraux. Alors là, vous avez une carte qui vous montre la répartition des stalags, des oflags en Allemagne. Hein. Donc, il y a des régions militaires, des Wehrkreis, on appelle ça, hein, donc des arrondissements militaires. Donc et elles ont des numéros romains, hein, donc ça commence par 1 et ça va jusqu'à 21, donc en Pologne, hein, que vous voyez ici. Alors, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'abord le 1, là-haut à droite, tout en haut à droite, hein, près de la Russie. Hein. Et ensuite, on va revenir un peu plus à gauche, vers Hambourg, ici, hein, qui sera donc la région 10, hein,
qui va concerner les gens de notre liste que nous allons aborder ici. Alors, je veux revenir maintenant sur les différentes catégories. Hein. En France aussi, on a voulu ne pas les séparer. Certains connaissent cette affiche. Hein. Ils sont unis, ne les divisez pas. À gauche, bien sûr, vous avez un travailleur obligatoire. Au milieu, on reconnaît parfaitement le déporté. Et à droite, avec le KG sur le dos, Kriegsgefangener, donc le prisonnier de guerre. Et la volonté était, au sortir de la guerre, de ne pas séparer ces trois catégories. Et tout le monde le sait, ça n'a pas été possible, hein, chacun ayant ses propres sensibilités, chacun ayant eu son propre vécu, avec une hiérarchie quand même au niveau de ce qu'ils ont vécu. Et dans les faits, effectivement, la division a été plus le mot d'ordre que l'union. Alors, je vais venir maintenant sur le cas des Alsaciens lorrains et des Juifs. Alors, je vous ai dit avant, suivant le lieu où on est capturé, on va se retrouver soit directement en Allemagne dans un stalag, soit dans un Frontstalag, donc un camp sur le front. Et là, la première des choses que les Allemands font, ce qu'ils font de mieux d'ailleurs, je pense, dans une guerre, hein, c'est qu'ils protocolent. Alors, c'est des peuples protocolaires, hein, donc ils aiment bien beaucoup écrire, faire des listes. Hein. Je peux vous dire qu'il existe encore aujourd'hui dans les archives des listes impressionnantes. Hein. Et donc, on va d'abord s'occuper de savoir qui est là, parce qu'il ne s'agirait pas en chemin d'en perdre un. Et donc, c'est purement administratif. En fait, on pense à tort, beaucoup d'historiens pensent à tort, que cette étape au début de la captivité a servi à savoir quel était le métier, ou quelle était l'origine, ou quelle était la religion. Ça pourrait, avec le recul, nous paraître logique. Or, ça n'est pas du tout la logique en 1940, lors de l'invasion allemande. La logique n'est pas là. La logique est purement administrative. On veut savoir qui est là pour que personne ne puisse échapper à cette captivité, parce qu'on a besoin de tout le monde. Donc là, vous avez par exemple une carte qui s'appelle une Personalkarte. Chaque prisonnier va avoir une carte comme ça, hein, sur laquelle on va mettre son numéro de stalag. Hein. Vous avez ici le stalag 7A de Morsbourg. Vous avez un numéro de matricule. Alors, chaque région militaire peut avoir le même numéro de matricule. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez être le numéro 17625 dans le stalag 7A. Il y a un 17625 dans le 13A, dans le 13B. Voilà, hein, donc la numérotation, avec un numéro de matricule, on ne trouve pas forcément un prisonnier. Ensuite, ce que vous avez là, bien sûr, c'est son état civil. Hein. Et j'ai évidemment pris celui-là pour exemple, parce qu'ici, vous voyez, il y a marqué religion Halbjude, hein, demi-juif. Donc, ça veut dire que les Allemands avaient conscience de faire prisonnier parmi les autres des Juifs. D'accord? Ça ne va, à ce moment-là, pas faire de différence avec les autres. Quand il y a ici, dans Religion, et vous avez ici Staatsangehörigkeit, c'est la nationalité. Ici, vous allez avoir, par exemple, beaucoup de Elsässer, Lothringer, Alsaciens, Lorrains. On considère ça comme une nationalité. Pourquoi? Parce qu'on va le voir après, c'est important pour les Allemands. L'Alsace vient d'être annexée, les Alsaciens lorrains vont subir un traitement un peu particulier. Il y a aussi évidemment, et là c'est la seule catégorie qui va subir dès le début de la captivité une séparation, ce sont les coloniaux, algériens, sénégalais. Eux ne sont pas envoyés dans le Reich, eux on les garde en France. On ne veut pas envoyer de personnes de couleur dans le Reich. Mais ça a une histoire. Évidemment, c'est l'occupation de la Rhénanie par les forces coloniales. Et ça a marqué beaucoup la région. Et les Allemands ont peur, clairement, des Noirs. Hein,
et non seulement de la couleur, mais en plus de ce que ça pouvait apporter comme problème avec eux. Donc, ils décident dès le départ de ne pas les envoyer en Allemagne. Alors, il y en aura quand même hein, qui vont y aller, parce que dans le mouvement général, on n'arrive pas tout à maîtriser et on va se retrouver, bien sûr, avec… Mais la plus grande partie reste en France. Par contre, les Juifs et les Alsaciens lorrains, eux, sont envoyés en Allemagne comme les autres. Ce sont des prisonniers de guerre français. Ils sont envoyés en Allemagne. Qu'est-ce qui va se passer pour les Alsaciens lorrains? Les Alsaciens lorrains ne vont pas être envoyés très loin. On va les garder assez proches de la frontière parce que dans l'idée de l'organisation, il est bien évidemment déjà prévu que ces hommes rejoignent leur pays qui maintenant est l'Allemagne. Ils ne peuvent donc pas être des prisonniers de guerre vu qu'ils sont eux-mêmes allemands. Donc, on va les mettre dans la région du 5, hein, qui est la région de Ludwigsburg, qui est la forêt noire en imagé. Hein, et donc, on va les ramener très rapidement de nouveau en Alsace, les libérer pour en faire quoi? Eh bien, pour les incorporer de force dans l'armée allemande. Évidemment, c'est le but. Mais parmi nos Alsaciens lorrains, il y a évidemment les Juifs. Et il y en a beaucoup. Eux vont être ramenés vers la frontière, mais ne vont pas être libérés. On ne veut pas, on veut une Alsace Judenrein, hein, une Alsace qui soit exempte de Juifs. Donc, on ne va pas, évidemment, renvoyer les Juifs vers l'Alsace. Et c'est pour ça que je dis que le sort des Juifs pendant cette période-là va être très important, parce que s'ils sont renvoyés en Alsace, évidemment qu'ils ne seront pas incorporés de force, on n'en veut pas dans l'armée allemande, mais comme les autres Juifs, ils auraient été expulsés vers la France et se seraient retrouvés en danger, parce qu'en France, on est en danger. Or, dans les camps, vous allez vous en rendre compte, effectivement, que le danger est bien moindre dans le camp allemand. Ça veut dire qu'ils échappent à une double peine, j'allais dire, hein, c'est-à-dire qu'ils échappent non seulement à l'incorporation de force, mais ils échappent effectivement aussi à l'expulsion et à terme à la déportation. Voilà le cas des Alsaciens. Hein, vous voyez ici clairement à gauche, hein, donc c'est une liste. Hein, je vous ai dit que les Allemands adoraient les listes. Donc vous avez le numéro de matricule à attribuer, le nom, le prénom, tous les détails sur leur état civil, puis sur leur état militaire. Et vous avez à gauche, Staatsangehörigkeit, donc nationalité, alsacien. Hein. Certains seraient ravis qu'aujourd'hui l'alsacien soit une nationalité. Hein. Ce n'est effectivement pas le cas. Mais vous avez bien compris l'intérêt pour les Allemands à cette époque-là, c'est donc de les ramener dans le giron et dans la Wehrmacht. Bien. Maintenant, cette liste que nous a proposée Michel Roté, que moi j'avais déjà découverte par l'association qui s'occupe du camp en Allemagne et que j'avais déjà essayé de déchiffrer, hein, parce que vous avez bien vu le papier que vous avez eu, même l'original, à mon avis, est assez difficile à déchiffrer, mais nous avons réussi aujourd'hui, enfin, j'ai réussi aujourd'hui à les trouver tous, hein, tous les noms qui sont sur cette liste. Alors là, voilà cette liste. Hein. Donc, il ne fait aucun doute que cette liste a été écrite par une seule main. Hein, on le voit, l'écriture est relativement régulière. Hein, on voit que ce n'est pas une liste écrite par plusieurs mains. Elle a aussi été rédigée en un seul jet. Alors, ce que j'appelle un seul jet, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été abondée au fur et à mesure de la captivité. C'est-à-dire qu'elle a été faite à un moment précis. Il y a juste quelques ajouts tardifs à partir de là. À partir de cette partie-là, ce sont des ajouts tardifs, plus ceux qui sont là. Donc, à peu près 8 ajouts tardifs sur 82 noms. Alors, pourquoi je me permets de dire que c'est des ajouts et que la liste a été faite en une seule fois? C'est parce que nous avons un ordre alphabétique. Or, l'ordre alphabétique ne peut être tenu que si la liste est faite une fois qu'on a tous les noms. Alors, pourquoi je dis aussi que c'est la même liste, hein? Voici un extrait de la liste. Hein, et vous avez ce H tout à fait particulier là, que vous voyez ici,
Et voici un extrait d'une lettre du rabbin Guggenheim, hein, Ernest Guggenheim, et on voit très bien hein, que son H, c'est exactement le même qui est là. Hein. Ça prouve bien aussi, évidemment, que c'est le rabbin Guggenheim qui a écrit cette lettre. Les mouvements du stalag, donc les listes des stalags, indiquent que tous les PG juifs ont été transférés du stalag 1B vers le 10A. Donc le 1B, c'est à Hohenstein, hein, c'est tout à droite, je vous avais montré sur la carte avant. Et ils sont transférés tous le même jour vers le 10A. Le 10A est à Sandbostel, donc c'est un peu au nord de Hambourg. Et ils sont transférés tous le 7 mars 1941. Or, le problème, c'est que 2 de ces prisonniers présents sur cette liste n'ont pas été transférés vers le 10A. Ce qui me fait dire que cette liste a été établie au 1B et non pas au 10A. Elle ne peut donc pas être la liste des prisonniers du commando où était le rabbin Guggenheim. D'ailleurs, ce sera prouvé un peu plus tard par d'autres éléments. Mais déjà à ce moment-là, je vois que la liste ne peut pas être celle du commando de travail, mais bien celle du stalag qui était à Hohenstein au 1B, donc à la frontière russe. Les 2 prisonniers qui sont sur la liste et qui n'ont pas fait partie du transfert sont Lévi Henri et Weil Guido. On en reparlera de Weil Guido juste après. La liste, pour moi, pour la dater à peu près, parce que ce qui est intéressant, c'est évidemment de la dater, pour moi, elle date des premiers jours d'arrivée au stalag. Ces soldats sont arrivés le 29 juillet 1940. Et je pense que là, le rabbin Guggenheim a sans doute voulu faire un état des lieux des gens qui ont la même religion que lui, hein, donc des juifs, pour se rassembler en fonction de critères comme font tous les autres prisonniers de guerre. Hein. On se rassemble soit par région, on se rassemble soit par métier, mais en tout cas, on se rassemble par affinité. Et je pense que là, le rabbin Guggenheim, ce qu'il a voulu faire, eh bien, c'est simplement, hein, c'est sa fonction aussi d'aumônier, parce qu'à ce moment-là, il est aumônier militaire, c'est de rassembler ses ouailles. Hein. C'est tout à fait une procédure qui pourrait se comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en général sur les PG qui sont les prisonniers de guerre, hein, qui sont sur cette liste? Alors, l'âge moyen des prisonniers, il est environ de 30 ans. Le plus jeune étant Nathan Sattler, qui avait 23 ans, et le plus âgé était Norbert Lehmann, qui était alors âgé de 42 ans. C'est quand même un âge assez élevé pour un prisonnier de guerre. Ernest Guggenheim fait alors partie des plus jeunes. Il est âgé, lui, de 24 ans à ce moment-là. Hein. Donc, il fait partie de la jeunesse, hein, de ces jeunes. Les 82 PG, donc prisonniers de guerre, qui sont sur cette liste, se répartissent comme suit. Il y a 9 étrangers parmi ces 82 prisonniers de guerre, dont 3 Allemands. Par exemple, un de ces Allemands est Robert Guggenheim, qui est né à Hambourg dans la Sarre. Hein. Alors, il n'est pas plus allemand que vous ni moi, simplement, il est né en Allemagne à l'époque, en Hambourg et dans la Sarre, hein, et donc il est considéré comme un Allemand. Mais comme il est juif, on le garde comme PG français. Il y a 4 Polonais. Alors évidemment, ce sont des prisonniers de guerre nés en Pologne qui habitaient la France, qui ont été sans doute naturalisés et qui deviennent des prisonniers de guerre français. Mais pour les Allemands, ça reste des Polonais de nationalité. Il y a 2 Suisses, bien sûr, tous habitant Paris. Hein. Ils sont nés en Pologne ou en Suisse, mais habitent Paris. Parmi les 82 prisonniers de guerre, vous avez 55 Alsaciens, ce qui fait quand même la grosse majorité des prisonniers de guerre qui sont là. 51 Barinois et 4 Orinois. Alors, en tant qu'Orinois, je ne crie pas cocorico, évidemment. Vous étiez beaucoup plus nombreux les Barinois, mais bon, voilà, c'est ainsi. Ils sont réfugiés en France de l'intérieur. Alors, j'aime bien dire ça, hein, vous avez remarqué, la France de l'intérieur pour nous les Alsaciens, vous qui êtes Alsaciens. Alors, pour les
les autres externes à l'Alsace. Qu'est-ce que ça veut dire la France de l'intérieur? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas en Alsace, évidemment, et qui est vers la France, c'est la France de l'intérieur. Hein. C'est une expression que nous utilisons très souvent. Voilà. Donc, il faut vous dire qu'il n'y a quasiment plus de Juifs au moment de la déclaration de guerre. Alors, il y en a encore, hein, parce qu'il y aura bien sûr évidemment des expulsions, mais ceux qui sont là dans l'armée française et qui font partie de ce commando, la plupart n'étaient déjà plus en Alsace à ce moment-là. Ils étaient déjà réfugiés en France ou leurs parents ont été expulsés par la suite. Il y a 7 Lorrains, dont 6 Mosellans et un Meusien. Il y a 9 Parisiens, un Pas-de-Calaisien, je ne sais pas si ça se dit, donc du Pas-de-Calais, de Berck, et un de Seine-Maritime, donc de Rouen. Voilà, là on a les origines diverses hein, de tous ces prisonniers de guerre. Mais bon, effectivement, on voit bien que la majorité revient aux Alsaciens, hein, qui sont majoritairement représentés dans ce commando. Alors, ils appartiennent à 24 régiments différents. Par contre, très rapidement, on se rend compte que des régiments sont surreprésentés. Par exemple, le 172e régiment d'infanterie de forteresse. 27 hommes sont issus de ce régiment-là. Alors, c'est important parce qu'on voit bien là que ces 27 hommes dans le même régiment ont été faits prisonniers, exactement les 27 au même endroit. Ils ont été prisonniers dans le même Frontstalag. Ils sont arrivés les 27 ensemble au 1B et ils sont arrivés les 27 ensemble au 10A. C'est-à-dire qu'on ne les a jamais séparés. D'accord? Ce qui aurait pu être le cas. Or, ils sont restés, comme les autres prisonniers de guerre, ils sont restés reliés par affinité. Et ça, c'est très important. Il y a également le 20e train auto, donc un régiment de train, avec 10 hommes, dont le rabbin Guggenheim qui en faisait partie. Et ensuite, nous avons, avec 8 hommes, les plus représentatifs sont le 34e régiment d'infanterie de forteresse et le 59e régiment d'artillerie de forteresse. Alors ça aussi, c'est important. Ces régiments de forteresse, tous ces gens-là ont été faits prisonniers en Alsace après mai, en juin 40. Pour la plupart aussi après la signature de l'armistice. Hein, donc, important. Seuls 2 PG de cette liste ont un matricule à 4 chiffres. Lévi Arthur et Paul. En fait, ces deux-là n'ont pas suivi le même parcours que les autres. Ils ont été faits prisonniers dans les premiers jours de l'offensive. Et Arthur le 18 mai et Paul le 16 mai. Et ils ont, eux, été internés directement au 1B. Ils ne sont pas passés par un Frontstalag ou par un camp en Alsace. Tous les autres ont un matricule entre 41 et 57 000. C'est important pour l'historien parce que ça nous permet de savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés au stalag. Or, avec ce numéro d'immatriculation, vu le nombre qui est arrivé, on peut en déduire que tous sont arrivés quasiment le même jour dans ce stalag. Christophe, oui. Il y a quelqu'un qui demande, le fait qu'il y ait marqué originaire de Paris ne signifie pas qu'ils étaient de Paris réellement à ce moment-là. Non, voilà par exemple lui qu'on voit là à l'image, hein, Lehmann, hein, qui est le plus ancien, il est né à Dauendorf, hein, mais son adresse, effectivement, avant-guerre, c'est 164 boulevard Masséna à Paris. Hein, donc voilà, il habite Paris, la famille habite Paris, mais il est originaire d'Alsace. Hein. Absolument. Voilà, pour moi, ça reste un Alsacien, hein, forcément. Arthur Lévy, c'est mon beau-père. Très bien, enchanté. Donc Arthur Lévy, voilà, lui, il a un parcours un peu particulier. Hein. Donc, c'est un des premiers à arriver en captivité et lui va connaître le 1B parfaitement bien parce qu'il va y rester depuis le début de sa captivité. Donc, depuis quasiment, on peut dire, il va arriver vers fin juin au 1B et il va y rester jusqu'en 41. Donc, quand même, en mars 41, donc quasiment plus de 8 mois dans le même stalag. Hein. C'est pas rien. Donc, Arthur, je vous l'ai dit. Les autres sont arrivés le 12 août 40 et entre le 31 juillet et le 12 août 40, pardon.
à peu près dans cette fourchette de dates sont arrivés tous ces Juifs dans ce stalag. Alors, les matricules sont attribuées au fur et à mesure, bien évidemment, que les gens arrivent, hein, mais il arrive aussi qu'on ait des matricules parfois antérieures parce que les Allemands sont pragmatiques, hein, on va boucher les trous des matricules qu'on aurait oubliées, eh bien, on va les boucher, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous, parce que sinon, ça devient assez compliqué. Donc, les tardifs récupèrent les matricules non affectées. Alors, sur ces 82 prisonniers de guerre juifs, il y en a 24 qui sont rapatriés avant la fin de la guerre. Parce que même s'ils sont donc séparés, on le voit au bout d'un moment, ils bénéficient des mêmes mesures que les autres prisonniers de guerre français. C'est-à-dire que la condition de juif ne les prive pas des droits qu'ils ont par la Convention de Genève. Ça, c'est très important de le savoir. Alors, évidemment, ils bénéficient des mêmes dispositifs de rapatriement que les autres prisonniers de guerre. Par exemple, il y a Lehmann, Norbert et Wolf Albert qui sont rapatriés dès le début de la guerre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont anciens combattants. Or, Hitler va faire une ordonnance dès le début de la captivité qui dit on libère tous les prisonniers de guerre français qui ont fait la Première Guerre mondiale. Eh bien, les Juifs, prisonniers de guerre juifs qui répondent à cette particularité seront libérés comme les autres. À ce moment-là, évidemment, on ne sait pas que ça, c'est dangereux, que leur retour en France va les mettre en danger. Il aurait mieux valu qu'ils restent prisonniers de guerre, sans doute, pour échapper après à la déportation par les Français. Mais la loi étant la loi, les conventions étant ce qu'elles sont, on respecte, les anciens combattants sont renvoyés, et donc on le voit bien, hein, Lehmann et Wolf vont rentrer bien avant les autres. 10 le sont parce qu'ils sont inaptes au travail, et donc rapatriés sanitaires comme malades, c'est-à-dire que, encore une fois, le pragmatisme allemand, un inapte au travail ne sert à rien, hein, il coûte de l'argent, il faut l'entretenir, on préfère le renvoyer en France, hein. Ce sera la même règle pour tous les prisonniers de guerre français. À partir du moment où le médecin vous met inapte au travail, vous êtes renvoyé en France. Ça fait partie des 800 000 qui sont rapatriés sanitaires. Il y en a 10 quand même, hein, qui bénéficient de ce rapatriement dans cette liste. 10 sur 82. Nous sommes dans des moyennes tout à fait normales par rapport aux autres prisonniers de guerre, ce qui nous prouve bien que le traitement par rapport à ça n'est pas différent pour les Juifs. Alors par contre, là où le rapatriement est différent, c'est qu'il n'y a pas de rapatriement pour les Juifs dans le cadre de la relève. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la relève. La relève, c'était une idée de Pétain, enfin de Laval surtout, comme le STO d'ailleurs, d'envoyer 3 ouvriers civils français pour faire revenir un prisonnier de guerre. D'accord? Ça, les Juifs, par contre, n'y ont pas droit. Eux ne sont pas rapatriés dans le cadre de la relève. Mais si on fait abstraction de ça, la moyenne des rapatriements est égale à celle des Français. Il n'y a pas de différence de fait. Alors, il y a 9 prisonniers de guerre de cette liste qui se sont évadés. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus important que la moyenne chez les autres prisonniers de guerre. Monsieur Burlet, je vous arrête 2 secondes, juste une remarque de quelqu'un. Son père, Robert Caron, faisait partie des 10 premiers qui ont été rapatriés au début. D'accord, très bien. Merci. Donc, 9 évadés, il y en a un, Bloch-Henri, qui est abattu lors de son évasion. Hein. Voilà, malheureusement, chez les autres aussi. Hein. Il n'est pas rare d'être abattu auf der Flucht erschossen. Hein. On voit souvent ça comme raison du décès, et un autre qui a été repris, c'est Gross Marcel. Mais si on regarde, les chiffres hors relève sont donc identiques aux autres catégories de PG. Les prisonniers de guerre juifs, alors ça c'est très important, bénéficient de la transformation en travailleurs libres. Alors là, ça va être un mot qui va vous paraître bizarre, se faire transformer. Alors c'est à partir de 42-43, quelque chose qui est mis en place par les Allemands
pour permettre d'alléger la surveillance. Vous savez bien sûr que les camps et les Arbeitskommando sont surveillés. L'Allemagne a de plus en plus besoin d'hommes pour aller sur le front. Elle veut donc alléger la surveillance. Elle propose donc massivement aux prisonniers de guerre français de bénéficier d'un statut qui est celui de transformé, ou on appelle ça aussi travailleur libre. C'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin de porter l'uniforme, qu'il sera payé comme... Voilà, j'ai coupé le micro de ce qui sonne. Donc, ils ont droit à travailler dans les usines en civil et la captivité, donc les conditions de captivité sont allégées. Ça, les Juifs y ont droit, comme les autres. Hein. Alors, bien, ils ont aussi le droit de le refuser, de le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le cas de notre liste, là, eux n'y ont pas eu accès à cette possibilité. Ce qui montre aussi qu'il y a des différences suivant les camps où vous vous trouvez. Les différences de traitement et d'application des règles différaient selon les Wehrkreis, mais ils différaient aussi selon les chefs de camp, ils différaient aussi selon le chef du commando. Bref, au plus petit niveau local, si vous aviez quelqu'un de plus dur ou de plus nazifié, j'allais dire, eh bien, les conditions ne vont pas être les mêmes que si vous avez quelqu'un qui est francophile et qui va vous traiter de manière tout à fait correcte. Hein. J'ai des cas hein, très clairement, par exemple Lazar Fuchsmann. Hein. Lazar Fuchsmann est un ancien juif communiste qui a fait de l'activisme, qui était connu par les nazis. Il est prisonnier de guerre français. À aucun moment, il ne va cacher son nom. Il va passer toute sa captivité à Bamberg. Il va même bénéficier justement de cette transformation et rentrera bien vivant, comme tous ses camarades, hein, sans jamais avoir eu l'impression d'avoir été menacé. Alors, 6 PG juifs sont morts pendant la captivité de cette liste, hein, dont 3 en camp. Ça fait à peu près 3,6% de mortalité sur la liste. Hein. Alors, sachez que la moyenne chez les PG, elle est environ, hein, la moyenne, elle est à peu près à 5%. Donc, on voit bien que là, il n'y a pas eu volonté manifeste d'atteinte à la vie de ces prisonniers de guerre, même si les conditions, on le verra après, ont sans doute été un peu plus dures, hein, même parfois beaucoup plus dures, mais pas pour tout le monde. Ce n'est pas une généralité. Les 3 autres, ce sont des évadés qui ont réussi à revenir en France et qui ont été raflés et déportés. Hein, ça, c'est important de le savoir. 2 sont entrés en résistance après leur retour en France et ont payé leur engagement de leur vie. Hein, c'est Klein Henry et Weil Guido, hein, dont nous allons parler quelques minutes après. Alors, est-ce que tous les PG sont passés par le 14-16 de Quickborn, hein, donc c'est ce fameux commando à Quickborn, c'est une petite ville au nord de Hambourg, où était le rabbin Guggenheim. Donc la question se posait, est-ce qu'ils ont tous fait partie de ce commando? Eh bien, définitivement non. En effet, une fois arrivés au 10A, au Stalag, il ne s'agit pas de rester au Stalag. Hein. Les Allemands, toujours encore, sont pragmatiques, ils ont besoin de main-d'œuvre. Ces PG vont être mis au travail comme tous les autres. Hein. Alors, bien sûr, le commando de Quickborn, par exemple, était un commando de tourbière, c'est-à-dire que les conditions de travail, ils sont particulièrement difficiles. Évidemment, ce n'est pas le Club Med. Hein. On n'y mettra que des Juifs, mais il y a aussi des Russes. Les Russes, ils meurent beaucoup plus. Les Russes sont mal nourris, maltraités. On verra hein, dans les rapports que fait Guggenheim, le rabbin, il est même étonné lui-même, hein, après la guerre, évidemment, avec le recul de la manière dont ils ont été traités. Il y a aussi des prisonniers de guerre qui vont être totalement isolés. Par exemple, Robert Guggenheim, que je vous présenterai après, lui, il a terminé dans une boulangerie. Hein, et vous allez voir que ses conditions de captivité ne sont pas du tout les mêmes que ceux de ses camarades qui sont restés à Quickborn.
On note plusieurs commandos, hein. Je vous en ai noté quelques-uns là. Ici, vous avez le 985, vous avez le 1135, je noterai encore le 950, le 1080, le 282, le 28. Vous voyez, ces 82 prisonniers de guerre n'ont pas tous été au 14-16. Hein. Donc, on estime à peu près qu'au 14-16 sont passés environ une cinquantaine de cette liste. Les 30 autres n'ont pas été avec eux. Alors, qui est passé avec certitude par le 14-16 ? À l'heure actuelle de mes recherches, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai le rabbin Ernest Guggenheim, où je suis sûr qu'il était au 14-16. J'ai Jean Lévy, où c'est certain qu'il était au 14-16, et Yvan Dreyfus. Voilà. Pour l'instant, que cela. Alors, le commando de Quickborn, on l'a aussi appelé le commando Himmelmoor. Alors, des fois, on retrouve sous ce nom. C'est donc le nom de la tourbière où travaillaient ces PG juifs. Et donc, je vous rappelle simplement que la tourbe était utilisée comme un combustible hein, pendant la guerre. Et donc, on pourra dire qu'il y a eu effectivement là un problème avec la Convention parce que les prisonniers de guerre n'ont pas le droit de travailler pour l'effort de guerre. Or, à l'époque, personne ne se promenait avec sa voiture pour aller se promener. Hein. L'essence ou le combustible en général était utilisé pour les fins militaires. Et donc, effectivement, cette transformation, là, on est hors convention. Son exploitation... Alors, si je peux me permettre d'interrompre, Arthur Lévy était avec le rabbin Guggenheim. Voilà, et aussi, il y avait son cousin Geisman de Strasbourg. Parce que l'histoire de famille, c'est qu'il racontait que pour Yom Kippour, à deux, ils ont libéré le rabbin de son travail pour qu'il puisse prier. Et donc, à deux, ils ont fait le travail de trois. Donc, ils étaient bien ensemble à porter les sacs de tourbe, effectivement, à la tourbière. Si vous permettez, je voudrais aussi rajouter que mon père nous racontait toujours qu'il était avec le rabbin Guggenheim et qu'il travaillait dans la tourbe, effectivement, ainsi que son frère. Mais ce qu'on fera, c'est qu'à la fin, je vous donnerai mon adresse mail et tous ceux qui ont des informations aussi importantes, s'ils veulent bien les partager avec moi, effectivement, ça nous permettra d'avancer dans l'étude de cette histoire. Il s'agit de Georges Loeb et Gaston Loeb, qui étaient ensemble avec le rabbin Guggenheim, et ils se sont évadés d'ailleurs aussi, mais ils travaillaient la tourbe. Mon père nous racontait toujours qu'ils travaillaient la tourbe. Très bien. On pose la question, sait-on combien de prisonniers de guerre juifs il y avait durant cette période, dans sa globalité? Dans sa globalité, très, très difficile à dire, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas dit qu'il était juif, hein, ça c'est sûr. On n'a pas de listing de juifs, hein, parce qu'on a effectivement des juifs qui sont là, en l'occurrence, on a la chance d'avoir une liste parce qu'elle a été établie par le rabbin Guggenheim, mais la plupart des juifs qui ont été prisonniers de guerre ont évité de le crier sous les toits hein, et vont passer quasiment inaperçus. Donc, on n'a pas les chiffres exacts, hein, mais il faut prendre à peu près la même proportion que de soldats dans l'armée française, quoi, hein. Voilà, donc je crois qu'on est à 7% ou quelque chose comme ça. Donc, sur 1 800 000 prisonniers de guerre, prenez 7%, on va dire, voilà, à peu près, je dirais, 18 à 20 000 prisonniers de guerre juifs me paraît être une fourchette correcte. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous connaissez le stalag 11A? Il y avait des juifs là-bas, mon père était là-bas. Je connais beaucoup de stalags. Il y a des stalags où il y a des prisonniers de guerre juifs. Il y a le 17A, qui est un des plus gros, où il y a quasiment une grande majorité des juifs qui y sont, mais il y a des juifs dans tous les stalags. Hein. Absolument dans toutes les régions, il y a des juifs. Hein. Il n'y avait que des juifs là-bas. Bon, ça. Il n'y a pas que des juifs, ce n'est pas possible. 11A. Parce qu'il y a à peu près 20 000 à 30 000 hommes par stalag. Hein. Donc, il n'y a pas que des juifs. Alors, je reviens, donc voilà, Quickborn, à quoi ça ressemblait. Hein. Donc, il y a un camp à l'arrière. Les maisons ici semblent exister encore. Il y en a une qui s'appelle la Rothstein House, mais on y viendra un peu plus tard. Hein. Et donc, nous sommes ici dans l'Himmelmoor, hein, dans la région d'Hambourg, avec les tourbières. Voilà, Ernest Guggenheim. Alors, Ernest Guggenheim, il appartenait à l'état-major du 43e corps d'armée et il était à cette époque-là aide-aumônier. Les jours précédant son entrée en captivité, ainsi que celle de ses camarades, sont relatés dans un courrier du général Lescan, commandant donc le 43e corps d'armée. Le 12 juin 40, ils reçoivent l'ordre du repli.
Le 17 juin, il est à Gontrexange et Hartswiller et il défend avec son unité le canal de la Marne au Rhin. Donc, vous voyez ce que je vous disais avant, hein, c'est un tardif. C'est un rabbin Guggenheim tombe en captivité en juin 40. Donc, même après la signature de l'armistice, il ne se rend pas. Et donc, le corps d'armée est encerclé par 16 divisions allemandes au Donon. Alors, au Donon, hein, ça va être une catastrophe pour les armées françaises. C'est là où la plupart des prisonniers vont être faits. Ils tiennent 2 jours. Hein, et ce n'est donc que le 24 juin que le dernier coup de canon est tiré et qu'il tombe en captivité. Il adresse un courrier à ses parents le 11 juillet 40 où il indique que les Alsaciens lorrains sont libérés, mais pas les Guettes. Alors les Guettes, hein, vous savez, en alsacien, en yiddish, hein, enfin en yiddishdeutsch, comme on dit, hein, les Guettes, ce sont les Juifs, effectivement. Hein. Et donc, selon lui, ils ne sont pas libérés parce qu'ils n'ont plus de famille en Alsace. Voilà, à ce moment-là où il écrit, l'idée qu'il a, pourquoi lui, en tant qu'Alsacien lorrain, n'est pas libéré. Eh bien, parce qu'il est Yette et parce que les Yettes n'ont plus de famille en Alsace. Voilà pourquoi il pense qu'il n'est pas libéré. Donc, il reste donc, comme les Français de l'intérieur, parce qu'il estime en faire partie, en captivité. Il dit qu'ils ne subissent pas de traitement différent, qu'ils reçoivent la visite d'Alsaciens qui les connaissent. Donc, ils sont à ce moment-là dans un camp à Strasbourg. Et certains peuvent même quitter le camp pour aller trouver de l'approvisionnement. Il écrit ceci: j'ai un camarade, Meyer de Saint-Dié, qui sort tous les jours et peut facilement aller faire des achats. Donc, il faut bien vous imaginer quand même que la situation est tout à fait particulière. Hein. Le 26 mars 1943, Julien Roth écrit à ses parents qu'à l'occasion des fêtes de Pâques, ils sont au repos. Le Seder fut donné par Guggenheim, qui s'est procuré du pain azim, et l'ensemble du commando y a assisté. Nous sommes le 26 mars 1943, ici, à Quickborn, en plein milieu du Reich. On donne congé à des prisonniers de guerre juifs pour fêter la Pâque. Quand même assez impressionnant. Le plat du Seder fut copieusement garni et rien n'y manqua. Il ne fait aucun doute que les PG juifs n'ont aucune conscience des déportations depuis la France libre à ce moment-là. Hein. D'ailleurs, Julien Roth écrit à ses parents en indiquant leur adresse à Rodez dans l'Aveyron, où ils sont réfugiés. Vous avez les familles, les prisonniers de guerre qui écrivent à leur famille là où ils sont réfugiés. C'est carrément donné leur adresse. Hein. Donc, ils n'ont pas cette conscience. Le témoignage paru en 2003 et publié donc sur le site du judaïsme, hein, du rabbin Guggenheim, éclaire leur situation. Il dit « On sait maintenant, donc avec le recul en 2003, que nous avons été miraculeusement protégés par l'uniforme. Nous ne savions pas d'ailleurs à ce moment que c'était un miracle. On sait aussi que les Allemands nous avaient fait cette insigne faveur de nous mettre, nous les Juifs qui avions eu la franchise, d'autres diront la maladresse, de signaler notre origine dans des camps de travail spéciaux séparés de tous les autres. » Voilà. Donc, vous voyez, la situation est quand même assez particulière. Maintenant, je vous parle de ce monsieur qui est là, Robert Guggenheim. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent. Alors, monsieur Guggenheim a la chance, j'ai eu la grande chance de le rencontrer, il vit encore. Voilà. C'est un prisonnier de guerre, français, juif, qui est encore vivant. Il coule une vie heureuse à Perpignan, il a 103 ans. Il est d'une forme olympique, c'est un monsieur adorable, j'ai eu la chance de le rencontrer et il m'a donc raconté son histoire. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un témoignage parce que déjà trouver un prisonnier de guerre, ce n'est pas facile, mais alors un prisonnier de guerre juif en plus, je peux vous dire que c'était inespéré. On nous pose la question, pardon, on nous pose la question si les prisonniers de guerre alsaciens, ils étaient dans des camps spécifiques ou ils étaient avec d'autres prisonniers de guerre en général. Comme j'ai dit avant au début de la conférence, hein, les Alsaciens sont séparés, sont mis dans des stalags assez proches de la frontière, très rapidement libérés donc dès août, septembre 40 et renvoyés en Alsace pour être incorporés de force. Donc j'ai eu l'incroyable bonheur de rencontrer M. Guggenheim il y a 2 ans. Donc il est né en 1917. Hein. Donc, vous voyez, je ne vous dis pas de bêtises, il a 103 ans. Il est boulanger de métier. Là, comme vous le voyez là, en photo, il a 101 ans. C'est quand même beau. J'espère qu'à 101 ans, j'aurai
le teint de M. Guggenheim. Il ne se souvient absolument pas du commando de Quickborn. C'est un endroit où il n'est jamais passé. Pourtant, il est sur la liste de Guggenheim, ce qui me permet de dire aujourd'hui que effectivement cette liste Guggenheim n'est pas celle de Quickborn, mais celle du Stalag, parce qu'il est aussi, lui, passé par le Stalag. Donc, il se souvient très bien avoir côtoyé le rabbin au Stalag, mais pas dans un commando. Il était d'ailleurs dans un commando où il n'y avait pas que des Juifs. Lui n'a pas été envoyé à Quickborn et le commando où il était n'était pas un commando uniquement composé de Juifs. Lui prétend qu'il n'a jamais fait mention qu'il était juif. Comme il est né à Hombourg, qu'il avait un nom plutôt à consonance germanique, il n'avait jamais fait état du fait qu'il était juif. Et il a été placé chez un boulanger. Il raconte d'ailleurs qu'il était son propre patron. Le propriétaire allemand de la boulangerie ne venait que rarement à la boulangerie. Il était donc seul, en civil, libre de ses mouvements et faisait tourner la boutique. Il me l'a dit clairement, c'était moi le patron de cette boulangerie. Alors, il fabriquait des biscottes qu'il stockait en vue d'une évasion parce qu'il avait quand même préparé cette évasion depuis quelque temps. Il n'avait qu'une seule envie, c'était de revoir sa famille. Depuis la boulangerie, il raconte qu'il voyait rentrer les bateaux dans le port de Hambourg, parce qu'il ne se souvient pas exactement où était cette boulangerie, mais ça, c'est un souvenir qui lui est resté. Il ne se sentait pas comme prisonnier, il était libre d'aller et venir dans la journée, le patron ne venant même plus le visiter, voir ce qu'il fait. Il était logé dans une salle de gymnastique avec ses camarades de captivité, et c'est le seul endroit où il avait le sentiment d'être un prisonnier de guerre finalement. C'était le soir, après le travail, quand il rentrait dans ce commando, il avait l'impression d'être un prisonnier, mais le matin, il retournait bosser et la vie reprenait tout à fait normale pour lui. À l'aide d'un réseau, il s'est fait établir des faux papiers, les voici, donc au nom de Roger Fournier. Et donc, celle-là, il faut que je vous la raconte quand même de manière moins, j'allais dire, universitaire, voilà. C'est en fait, je lui ai dit, mais monsieur Guggenheim, racontez-moi votre évasion. Ça doit être quelque chose de fantastique de vivre cette évasion. Et vous êtes là, vous pouvez me le raconter. Et donc là, très sérieux, le petit bonhomme que vous voyez là en face de vous me dit, ça a été quelque chose de fantastique, monsieur Verlet. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai pris mes faux papiers, je suis allé à la gare de Hambourg, je me suis acheté un billet de train, je suis monté dans le train et je suis rentré chez moi. Et là, je le regarde et je lui dis, mais alors, et bien ben voilà, je vous ai rencontré mon incroyable évasion. Je suis rentré chez moi en train de manière tout à fait normale. Ce qui a été plus dur après pour lui a été évidemment de passer la ligne de démarcation. Là, ça a été au risque de sa vie. Et il a rejoint sa famille dans la région de Limoges, où tout le monde a survécu, et il est resté caché jusqu'à la fin de la guerre. Il a été décoré à plusieurs reprises, évidemment. Il a un placard, mais il avoue que la médaille des évadés, c'est quand même sa plus grande fierté, même si les conditions d'évasion ont été plutôt assez faciles. Conscient qu'en tant que juif, prisonnier de guerre évadé, résistant, eh bien, il a pris conscience que sa vie était en danger bien plus tard et que pendant toute la guerre, il n'a jamais, à aucun moment, il me l'a dit, pendant toute la guerre, je n'ai jamais eu peur. J'ai eu conscience bien après d'avoir eu beaucoup de chance. Mais sur le moment, je n'ai pas ressenti de peur. Voilà. Donc pour M. Guggenheim. Je passe à Guido Weil. Alors Guido Weil, il est né en 15 à Strasbourg. Il fait partie de ces soldats du 172e régiment d'infanterie de forteresse, dont je vous ai parlé, capturé au Donon et interné au 1B. Donc, il fait partie de ces soldats qui n'ont jamais passé par le DISA et qui ne sont jamais venus à Quickborn. Dès son entrée en captivité, il est considéré comme inapte au travail et reste donc au Stalag, ballotté entre l'infirmerie du camp, les hospitalisations, parce que, comme tous les autres prisonniers de guerre, il a droit aux soins, il a droit donc à l'hospitalisation. 11 mois après, il fait partie du 52e train de rapatriés sanitaires, comme tous les prisonniers de guerre français inapte au travail. Il part le 27 juin 1941 et arrive à Chalon-sur-Saône en zone libre. On ne le renvoie pas en zone occupée, c'est un juif.
il est renvoyé en zone libre. On l'emmène même au-delà de la ligne de démarcation. On lui offre sa liberté. Le 30 juin 1941, et le lendemain matin, il est admis à l'établissement public de santé de Lyon. Guéri, il rejoint sa famille à Aurillac, là où elle est réfugiée, et il se cache sous le nom de Vaillant. D'ailleurs, la famille porte, je crois encore aujourd'hui, le nom de Vaillant. Le débarquement en Normandie et les événements poussent Guido à rejoindre la résistance locale et il intègre la résistance le 5 juin 1944. Il fait partie des combats du Mont Mouchet dans le Cantal. On sait que c'est très violent. Et après 15 jours de formation, il est affecté le 21 juin 1944 au groupement Allard, Cantal et Haute-Loire. Et c'est au cours d'un combat à Burnoncle qu'il est capturé par une colonne allemande le 16 août 1944. Il a donc été évidemment fusillé par les Allemands comme résistant, parce qu'il a sous un faux nom. Les Allemands ne le fusillent pas là comme juif, mais bien comme résistant. Il a depuis obtenu évidemment la mention mort pour la France. Il a le titre de déporté résistant. Et en 1958, la France lui a octroyé la médaille de l'Ordre de la Libération, qui est pour les résistants la plus haute distinction qui soit pour des résistants. Le quatrième et dernier que je voulais vous présenter, c'est donc Henry Klein. Alors Henry Klein, lui, vous pouvez taper sur Wikipédia, vous allez le trouver. Alors lui, il a sa page Wikipédia, tant mieux. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui devraient l'avoir aussi, dont Guido Weil par exemple. Mais lui, voilà, c'est assez facile de le retrouver. Donc sa biographie est plutôt bien détaillée. Vous pouvez aller voir sa page sur Wikipédia. Mais ce qui m'intéressait moi dans le cadre de ma recherche, bien évidemment, c'est la partie entre le départ en Allemagne et sa mort. Et c'est celle, bien sûr, qui n'est pas documentée sur Wikipédia. Donc, c'est une période de sa vie qui passe inaperçue. Eh bien, il y a tout un dossier sur lui. Et dans les documents, on voit que le premier fait, c'est qu'Henry Klein et ses cousins appartenaient à une organisation chrétienne de résistance. Alors ça, je trouvais ça quand même assez particulier. Ce sont donc des juifs qui sont dans une organisation résistante chrétienne. Et l'autre élément important, c'est que ça nous permet, ces documents, de fixer sa date d'évasion. Il s'est évadé du 1B dès le 10 décembre 1941, c'est-à-dire il est resté très peu de temps en Allemagne. Il est parti du 1B, je ne sais pas si vous avez vu, c'est près de la frontière russe, et il a réussi à revenir en Alsace par ses propres moyens, en tant que juif évadé, prisonnier de guerre, ce qui me semble déjà être un exploit. Alors on ne sait pas du tout comment il a rejoint la zone libre, mais on sait que sa famille était réfugiée à Roanne, donc dans l'Allier, et il a réussi donc à rejoindre les siens. Ce qui corrobore le fait qu'il a travaillé dans une maison d'enfants à Brou-Vernay, à une quinzaine de kilomètres de Cusset, alors que Roanne est à peu près à 80 km. Donc il est certainement dans cette maison, et il a en fait été trahi à la gare de Lyon par un autre juif qui travaillait pour la Gestapo à Lyon, qui s'appelait visiblement Gainsbourger. On a ça dans les dossiers, donc je n'ai pas encore réussi à trouver plus d'éléments sur ce monsieur. Et donc le mystère Gainsbourger à la solde de la Gestapo, qui aurait trahi ses camarades juifs, cela reste à découvrir et à rechercher encore. Voilà pour finir sur les parcours un peu individuels. À ce jour, j'ai pu rassembler des éléments familiaux et j'espère qu'avec vous et grâce à vous, je vais pouvoir en rassembler d'autres. J'ai des éléments sur Bloch-Henri, j'ai des éléments par exemple sur Caron-Robert, j'en ai sur Chelichevich Simon ou Zita, j'en ai sur Roth Julien et j'en ai également sur Sgarka-Henri. Voilà, ça fait, avec ceux que je vous ai présentés, à peu près 9 parcours aujourd'hui connus sur 82. C'est déjà pas mal pour un historien, mais voilà, on espère toujours aller un peu plus loin. Et donc, je compte un peu sur mes interventions et sur mes appels à témoins pour rassembler d'autres éléments qui permettront, bien évidemment, je vous le disais, ma recherche n'est pas arrêtée et donc permettront encore d'aller plus loin dans la compréhension de ce phénomène.
si je peux me permettre, je voudrais vous dire que mon père et son frère Gaston Loeb et Georges Loeb se sont évadés également en train. Ils ont réussi à arriver jusqu'à Köln, je crois, et là, avec des faux papiers, on leur a demandé leurs papiers, et là, l'Allemand a vu que les papiers étaient faux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un autre frère qui était aussi prisonnier, qui était plus jeune et qui s'est évadé. Il a réussi à s'évader, est arrivé à Paris. Et comme il était plus jeune et qu'il n'avait plus à être dans l'armée, il a repris ses habits civils. Et là, il a été arrêté et déporté. Malheureusement, hein, c'est souvent voilà. le cas. Merci beaucoup. Et parmi nous, ce soir, il y en a d'autres descendants de cette liste-là, dont Pierrot Singer qui se trouve là. Son père, c'était Robert Singer. Bon, alors, j'ai pas volontairement pas égrené la liste des 82 noms. Hein. Elle est disponible même en version numérique. Je te l'avais elle est publiée. Envoyé, Michel, elle est publiée. Hein. Donc, vous pouvez retrouver la liste. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que nous rentrions après cette conférence en relation, si vous le désirez, pour que nous puissions échanger justement sur vos différents parcours et qu'on puisse les remettre dans le contexte et pouvoir avancer sur l'histoire. Donc, je remercie déjà d'avance les familles qui voudront bien le faire, comme la famille du rabbin Guggenheim. Alors, que reste-t-il aujourd'hui? Voilà ce qu'il reste aujourd'hui, hein, c'est cette fameuse maison qu'on appelle aujourd'hui la Henry Goldstein House. Alors, pourquoi ils ont appelé ça la Henry Goldstein House? Je sais pourquoi. Je n'adhère pas totalement à l'idée. En fait, dans ce camp, hein, c'est là qu'ont dormi vos membres de la famille qui étaient à Quickborn, hein, c'est le commando. Ce lieu a séjourné un prisonnier de guerre belge juif, donc il n'est pas sur la liste Guggenheim. Hein. Ce prisonnier de guerre belge juif s'appelait Henry Goldstein et a écrit 2 bouquins hein, qui d'ailleurs ont été publiés largement a posteriori de la guerre, hein, donc dans les années 80, je crois. Il a écrit l'histoire de ce lieu et de sa captivité. Mais bien évidemment, avec 70 ans de recul, hein, il y a certains éléments qui sont empreints de tout ce qu'on sait d'après la guerre, évidemment. Donc, c'est à prendre comme un témoignage, un beau témoignage, mais à prendre pour l'historien avec des pincettes. Hein. Et comme c'est le seul à avoir témoigné à ce jour de ce commando, la société d'histoire qui gère le lieu a pensé que c'était bien de l'appeler la Henry Goldstein House, sauf que ben voilà, c'est pas l'histoire que de Henry Goldstein, c'est l'histoire de centaines de PG. Hein. C'est aussi l'histoire donc de tous les prisonniers de guerre juifs de ce lieu. Hein. Et je pense que c'est dommage de l'avoir nommé du nom d'un seul homme parce que en fait, il a été un financeur important pour sauvegarder le lieu, ce qui peut être tout à fait légitime, mais voilà, peut-être pas assez pour lui donner le nom, à mon avis. Alors, il y a aujourd'hui une société d'histoire qui gère ce lieu, et cette société d'histoire a pour objectif de l'entretenir et d'y faire un lieu pédagogique, hein, ce que je soutiens tout à fait de toutes mes forces, parce qu'effectivement, le cas des prisonniers de guerre juifs n'est absolument pas connu hein, et n'a jamais été traité pour lui-même. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver dans l'historiographie des éléments sur la captivité des Juifs, mais c'est très, très sommaire. Ça ne fait souvent, c'est traité à la marge. Et donc, c'est important aussi que leur destin et leur histoire soient racontés aux futures générations, parce que ça fait aussi partie de notre histoire. Voilà, je vais terminer. On nous pose la question à propos d'Alfred Wallach de Mulhouse. Oui. Si vous avez des éléments sur son parcours. Non. Non, je vous ai dit, hein, les noms que j'ai, sur lesquels j'ai c'est les 4 que je vous ai présentés et dont j'avais ajouté donc, à la fin de la liste. Hein, donc, Bloch Henri, Caron Robert, Chelichevich Simon et Rode Julien et Sgarka Henri. Voilà ceux pour qui j'ai quelque chose. Pour les autres, alors que j'ai les éléments de leur parcours. Je sais par où ils sont passés les événements militaires, mais je n'ai pas de documents familiaux, hein, des lettres ou des photos ou des choses comme ça. Ce qui, bien sûr, apportera à la possibilité pédagogique de continuer l'histoire de ces prisonniers de guerre.
Alors, vous avez rapidement ma littérature, hein, donc j'écris des livres, il faut aussi pouvoir manger. La recherche n'est pas beaucoup considérée et très peu payée. Donc, voilà le livre qui parle des prisonniers de guerre en général, hein, ce n'est pas sur les prisonniers de guerre juifs. Les prisonniers de guerre juifs auront leur volume, ce sera le 3e tome de mes publications. Ça, c'est le premier. Le 2e n'est pas encore sorti et le 3e sera consacré aux Juifs. Mais comme je vous l'ai dit, les études sont encore en cours. Vous avez ensuite, Michel vous en a parlé au début de l'intervention, le livre sur les Stolperstein, donc ces fameux pavés de mémoire. Hein. Et c'est un colloque que nous avons tenu à Erlisheim près Colmar sur la présence juive en Alsace. Merci à Mme Jablon qui en était la présidente, hein, d'ailleurs c'est marqué, présidée par Michel Jablon, professeur d'histoire du Moyen-Âge, et organisée et coordonnée par moi-même. Et donc ça reprend toute cette histoire des Juifs en Alsace et les fameuses pauses qui ont été faites à ce moment-là. Et le dernier que je voulais vous présenter encore, Michel en a parlé aussi au début, c'est donc La Cité silencieuse, ce livre qui parle donc de l'évacuation des Alsaciens vers le Périgord, vers la Dordogne. Et donc là-dedans aussi, bien évidemment, dans cet ouvrage, on parle aussi des Juifs alsaciens, hein, évidemment, dont certains sont enterrés à Clairvivre, justement, qui est le sujet de ce livre. Voilà, je ne vous embête pas plus avec ça. Les livres sont dispos soit par mail auprès de moi, là vous les aurez dédicacés au même tarif que sur Amazon, parce qu'ils sont incontournables. Les livres sont aussi sur Amazon et les livres sont aussi disponibles chez votre libraire. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Vous avez là mon adresse mail que vous voudrez bien noter si vous avez envie de rentrer en contact avec moi, le tarif des livres. En tout cas, un grand merci à vous pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère avoir été assez succinct quand même, parce que c'est un sujet vaste et il a fallu faire des choix, hein, forcément, je ne peux pas parler de tous, mais voilà, vous avez, j'espère, eu une vue générale sur ce qu'a été la captivité des prisonniers de guerre juifs, et je reste évidemment à votre disposition maintenant pour les questions, et celles auxquelles je ne pourrai pas répondre, n'hésitez pas à me contacter par mail et je réponds évidemment à toutes les sollicitations. Merci encore la Chial, merci encore à vous Michel Rotet pour cette occasion inespérée que vous m'avez donnée de me donner la parole. Et voilà, merci à tous. Je voudrais juste demander parmi les auditeurs ceux qui seraient des descendants de cette liste qu'ils se manifestent l'un après l'autre pour pouvoir cocher un nom sur cette liste et pouvoir continuer le travail éventuellement. Je veux bien intervenir. Allez-y. Bonjour, Sylvie Goldman. Bonjour. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, donc moi, je suis descendante de Sylvain H. C'est bizarre parce qu'il n'est pas sur cette liste. Elle commence au B, alors je ne sais pas. Il était avec le grand rabbin Guggenheim et on a une autre liste qu'il a faite à l'arrière d'un miroir où il y a son nom dessus. Oui, on l'a. Cette liste, on l'a, mais je ne l'ai pas encore traitée. Et là, il y a mon grand-père dessus, H, A-C-H, 3 lettres. Et sur la première liste, je ne sais pas, elle commence au B, donc je ne sais pas si c'est coupé, le O. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'aimerais bien également ajouter quelques témoignages. Je suis Pierrot Singer, je suis le fils de Robert Singer, qui était détenu avec le rabbin Guggenheim et tous les autres. Mon enfance a été envahie par les histoires de prisonniers. J'ai pas mal de détails que je serais ravi de communiquer à M. Verlet. Il est clair que leur vie n'était pas facile, mais ils ont créé un réseau d'amitié qui était très fort. Et après la guerre, mon père visitait souvent le rabbin Guggenheim, qui était marchand de bestiaux. Il y avait un marché de bestiaux à Saverne. Et on allait visiter la maison Guggenheim régulièrement quand mon père était d'accord de m'emmener sur les marchés. Vous m'entendez? Tu peux nous raconter l'anecdote du retour du rabbin Guggenheim?
Écoute, je me souviens de la maison du rabbin Guggenheim où on allait descendre les escaliers. Il nous acceptait, de manière très, très, très cordiale. Et la vie était plutôt douce pour lui dans ces années-là. Il y avait aussi des offices qui étaient organisés régulièrement dans le camp. Je pense que dans l'exposé, ce qui me manquait le plus, c'était la vie quotidienne des prisonniers, qui est un élément qui est fondamental pour essayer de reconstituer leur existence là-bas. Le travail était dur, mais le rabbin Guggenheim gardait la cache-route et ses amis essayaient de le nourrir de la façon la plus adéquate possible. Et il y avait parmi les prisonniers quelqu'un qui n'était pas juif et qui faisait fonction de bedeau dans le groupe et qui annonçait les heures de synagogue. Et Yom Kippour, il appelait ça l'homme qui bout. Alors, c'était toujours une blague classique. Je peux aussi témoigner, si vous permettez, que mon père nous racontait toujours avec le rabbin Guggenheim qu'il faisait tellement froid que c'était vraiment insupportable, c'était très très froid. Et d'après ce que disait mon père, le seul moyen de tenir le coup contre ce froid glacial, c'était de manger de la graisse de porc. C'était vraiment la seule façon d'avoir suffisamment de force. Et mon père nous racontait que le rabbin Guggenheim n'a jamais accepté de toucher quoi que ce soit de non cachère et surtout pas du porc. Voilà. Bon. J'ai entendu cette histoire-là aussi par mon beau-père, oui. Je voulais juste donner une précision. Pendant la conférence de Christophe, j'ai pianoté un peu sur Internet et j'ai trouvé le site prisonnierdeguerre.com / Robert Guggenheim. Et dans cet article, dans ce long article, est signalé Sylvain H, dont on parlait à l'instant, et qui est en l'occurrence mon oncle. C'est mon site, hein, prisonnierdeguerre.com, c'est mon site. Ah, j'ai essayé de voir qui était le site, mais Christophe, je n'ai... Ouais, j'arrive pas à passer le message. Et donc, il y a effectivement, dans l'article sur Robert Guggenheim, on parle de Sylvain H, de Mackenheim. Très bien. Okay. Bonsoir, je suis Simone Schwab, je suis la fille de Robert Caron. J'ai déjà pris contact il y a quelques années avec Monsieur Burley et je lui avais envoyé des lettres, une correspondance entre mon père qui était au Stalag et sa famille qui était en France, réfugiée à Avignon. Et de ces lettres, il ressort l'importance que les prisonniers n'avaient vraiment pas assez à manger. Ils attendaient avec impatience, c'est d'après ce qui ressort des lettres, des cartes où on écrivait un minimum, mais il fallait faire attention à ce qu'on écrivait puisque ces cartes étaient censurées. Et donc, il ressortait de toutes ces lettres qui étaient écrites à la famille, à différentes personnes de la famille pour qu'on soit peut-être sûr que l'une ou l'autre arrive à destination. Il ressortait clairement qu'on n'avait pas assez à manger et qu'on attendait toujours avec impatience que l'un ou l'autre prisonnier reçoive des petits paquets avec un peu d'alimentation qu'on se partageait entre soi, entre l'un et l'autre, et qu'on essayait un petit peu d'avoir un minimum, un petit plus à manger, quoi. Mais voilà, c'est important de le dire parce que effectivement, ils avaient comme. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la captivité générale, parce que ça aurait été trop long, évidemment. Mais effectivement, ils avaient le droit au colis, hein, comme tous les autres prisonniers de guerre, et ça permettait d'agrémenter le quotidien, comme pour les autres. Ouais. Certains colis. Il y a d'autres, c'est pas. Bon. Nous avons des commandos de prisonniers de guerre français où c'est les mêmes conditions, hein, où ils ont souffert de la faim et seuls les colis ont permis de. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est surtout qu'il ne faut pas qu'on fasse, qu'on croit que c'est un traitement particulier qui a été fait pour les Juifs, en l'occurrence. Hein. Ça peut arriver. Moi, je me pose. J'arrive pas à passer. Moi, je me pose une question. Les colis qu'envoyaient, entre autres, nos parents aussi, à Marcel, un autre frère qui était en Autriche, comment se fait-il que les Allemands
ne faisait pas une sorte de feedback et du coup ne retrouvait les familles quand les prisonniers étaient signalés comme juifs et s'il pouvait quand même, s'il y avait un expéditeur, supposons qu'il y avait un expéditeur sur le paquet, il pouvait d'une manière ou d'une autre remonter à la source. Je vais répondre très rapidement à votre question, hein. Évidemment, les Allemands sont tout à fait conscients et savent. Hein. Il s'agit de ne pas éveiller le soupçon des prisonniers de guerre. C'est-à-dire qu'il y a des consignes au Lagerführer, hein, donc à tous les chefs de camp, de stalag, de ne pas toucher aux familles des prisonniers de guerre, le moins possible. Il ne faut surtout pas que ça arrive aux oreilles des prisonniers de guerre juifs en Allemagne qu'il y a la déportation. Beaucoup de familles de prisonniers de guerre ont échappé à la déportation grâce à ça. Sachez par exemple que les stalags sont gérés par la Wehrmacht. À partir de 1944, c'est la SS qui récupère les camps de prisonniers de guerre. Pourtant, Himmler ne va pas toucher plus que Keitel aux prisonniers de guerre français. Parce qu'il faut qu'on puisse exterminer encore un maximum avant que ça se sache. Hein. Et donc, on tait totalement et on protège le plus possible ces choses. Quoi. Donc, c'est tout à fait protocolé. Et pourtant, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là, je ne parle pas des Juifs, mais je parle des régiments de forteresse, notamment ceux de la ligne Maginot, qui ont été pris donc, après la capitulation de la France. Les Allemands ont créé un camp spécial pour eux, hors des frontières des conventions de Genève, à Ravarouska en Ukraine. Exactement. Et où il avait eu un sort pas très enviable. Exactement. C'est le cas de d'ailleurs le père Patrick Dubois, son père. Ravarouska a été aussi un camp évadé juif. Hein. C'est le cas. Attendez, ne parlez pas tous en même temps parce que sinon on ne s'entend plus. Oui, allez-y, monsieur Verlet. C'est le cas de notre père, Clo-Clo et à moi, Louis Rosenfeld, sur la liste, monsieur Verlet. Oui. Donc, il était de Wolfisheim et il a transité effectivement par le Dabo et il a terminé à Ravarouska. Il est heureusement, après plusieurs évasions, il a pu sauver et retrouver Clo-Clo, notre grand frère, absent pendant 5 années de captivité. Il a eu la joie de revoir mes 2 sœurs et Clo-Clo également, après le camp de Ravarouska, avec Guggenheim. Il s'est retrouvé à Ravarouska, non pas parce qu'il était juif, mais parce qu'il s'était évadé plusieurs fois. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Ouais, tout à fait. Mais je vous communiquerai les données. Hein. Avec grand plaisir. Bien sûr. J'ai eu l'occasion de parler à un descendant aussi de la liste, le fils de Germain Corbeau, qui n'a pas réussi à se connecter ce soir parce qu'il n'est pas très spécialiste en connectique et qui est impatient de découvrir le Zoom de ce soir. Et y a-t-il encore d'autres intervenants à propos de notre débat de ce soir? Oui, je souhaite dire que mon père a également été à Ravarouska, bien que je n'ai pas de souvenir plus précis à ce sujet. Je ne sais pas si mon frère, qui assiste également à la conférence, a le souvenir de ce nom. Où peut-on trouver la liste des 82? Sur le site du judaïsme de Rothé-Michel. Sur le site internet. Merci. Bon, moi, je voulais poser une question plus générale. Qu'en est-il des camps de prisonniers en Autriche, où beaucoup de juifs alsaciens ont été prisonniers? Le 17A de Kaisersteinbruch. Il répond exactement aux mêmes critères que les autres, hein, qui sont dans le Reich, c'est-à-dire que les prisonniers de guerre juifs, ils sont répartis dans les Arbeitskommando, comme ailleurs. Hein. Il y a aussi des Arbeitskommando spéciales pour les... Mais je sais, je ne raconterai pas avec lui, parce que c'est trop compliqué. Pas bien traités, hein, clairement, hein, où il y a des commandos qui souffrent de la faim. Mais comme je le dis toujours, hein, 1 800 000 prisonniers de guerre français, 1 800 000 histoires différentes. Hein. On ne peut pas faire de généralité sur la captivité, c'est impossible. Ce sont des histoires humaines. On peut en sortir une généralité sur certains aspects, mais après, ça reste quelque chose de totalement individuel, évidemment. Est-ce que Strasbourg est parfaitement j'enverrai des précisions. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Christophe, est-ce que vous avez des renseignements, est-ce que vous avez d'une manière ou d'une autre des documents sur ces camps en Autriche?
Bien sûr, on peut avoir des documents. Je peux avoir les documents sur à peu près la totalité des prisonniers de guerre juifs qui étaient. Si vous en avez dans votre famille, il suffit de m'écrire. Je vous contacterai hors antenne. Avec grand plaisir. Et je voulais aussi dire surtout, n'envoyez pas les mails sur la discussion parce que je ne si vous voulez m'écrire, alors, si j'ai cru comprendre, Michel Roté, Michel, tu voulais faire une liste de gens qui veulent intervenir, c'est ça, ou qui ont des témoignages? Pardon, j'ai pas compris ta question. J'ai compris que tu voulais faire une liste des gens d'aujourd'hui qui ont des témoignages à apporter. Ben, vous pouvez m'écrire directement à M. Verlet, son adresse est en ligne. Ou vous pouvez m'écrire à moi personnellement et je ferai suivre automatiquement M. Verlet. Non, non, je peux écrire directement à Oui, il n'y a pas de problème. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir? Sinon, je vais céder la parole à Jean-Pierre Lambert pour le mot de la fin concernant notre Zoom de ce soir. Je tenais encore à remercier M. Verlet pour son exposé magistral et nous gardons le contact, bien évidemment. Et Jean-Pierre, la parole est à toi. Simplement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. J'ai également un beau-père qui a été également assez bien traité en Allemagne. Et je dirais simplement un grand merci, M. Verlet. Et je pense que cette première tentative de faire ensemble sur un point historique entre le CID et la Société d'Histoire sera suivi de beaucoup d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, on voit très nettement qu'il y a des gens du monde entier, que de faire des petites réunions dans le coin, ce n'est pas l'avenir forcément, puisque les Alsaciens, ils vont aux États-Unis. Donc, à bientôt pour une prochaine soirée qu'on mettra au point. Voilà. Monsieur Verlet, bonsoir et merci encore. Bonsoir à tous et merci beaucoup. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci. Bonsoir. Et voilà. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Yep. Allez.